Cette semaine, nous ciblons tous vos magasins, dans l'attente de votre annonce de retrait de ces produits. Si vous ne le faites pas, les épines de la ronce s'en chargeront pour vous. Comme vous le regrettez dans votre note interne, une augmentation du nombre de paquets de sucre vandalisés n'est pas à exclure. La ronce, à votre service. La société ingouvernable est un essai historico-philosophique centré sur les années 60 et 70. Il a été écrit par le chercheur en philosophie Grégoire Chamaillou. Il s'intéresse dans cet ouvrage aux stratégies et théories mises en place pour faire face à ce que Michel Foucault qualifie de crise de gouvernabilité. Lorsqu'il parle de crise de gouvernabilité, il ne se focalise pas sur la montée des révoltes, mais plutôt sur le fait que les arts traditionnels de gouverner ne sont plus opérants. Pour faire simple, disons que la magie n'opère plus et que par conséquent les libéraux vont devoir se renouveler. En effet, à partir de la fin des années 60, les libéraux et intellectuels de droite font face à un phénomène d'insubordination généralisée. À titre d'exemple, on peut citer les grèves massives qui touchent le secteur ouvrier, le mouvement pour les droits civiques, les luttes féministes ou le mouvement anti-guerre du Vietnam. Durant la seule année 1970, près de 2,5 millions de travailleurs se mettent en grève aux États-Unis. Au cours de la décennie suivante, les gouvernements doivent également faire face au premier grand boycott contre les grands groupes, ainsi qu'à la montée de nouvelles régulations sociales et environnementales. Bref, le moral des conservateurs et des libéraux n'est pas au beau fixe. Samuel Britton, journaliste britannique et chroniqueur au Financial Times, affirmait que la démocratie représentative libérale souffre de contradictions internes qui risquent fort de s'accroître avec le temps. Au vu des signes actuels, il se peut que les adultes d'aujourd'hui assistent de leur vivant à la mort du système. Déterminés à préserver ce qu'ils considèrent comme étant des libertés fondamentales, les défenseurs de la libre entreprise s'organisent. Je précise que la contre-offensive ne s'est pas opérée de manière parfaitement coordonnée. Les libéraux et les conservateurs ne forment pas un tout unifié d'intellectuels et d'hommes de pouvoir travaillant main dans la main à l'élaboration d'une contre-offensive. On a plutôt affaire à un corpus hétérogène de théories et de stratégies qui peuvent s'accorder ou se contredire. Néanmoins, ils ont fait preuve d'une très grande ingéniosité. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous subissons à l'heure actuelle toujours les effets de cette contre-offensive. Voici un échantillon des nombreuses problématiques auxquelles sont confrontés les libéraux. Comment discipliner à nouveau les travailleurs à l'origine d'insubordination ouvrière massive et d'actes de sabotage? Comment s'assurer que les managers et les PDG ne rechignent pas à faire leur maximum pour augmenter le revenu des actionnaires? Ou comment faire face à la horde d'activistes qui mènent des actions coup de poing contre les grandes entreprises? Toutes ces problématiques ont été analysées dans le livre, mais dans cette vidéo, nous allons nous centrer sur la réponse apportée à la montée de l'activisme anti-grand groupe. À partir de la fin des années 60, de nombreux groupes se mettent à pointer du doigt la responsabilité des grandes entreprises. Je pense notamment à Honeywell, qui était un très gros fabricant de mines antipersonnelles, ou à Dow Chemical, qui était, durant la guerre du Vietnam, l'un des principaux fournisseurs de l'armée américaine en napalm. Les grands groupes sont véritablement désemparés. Effectivement, comment composer avec des personnes qui ne sont ni vos employés, ni vos coopérateurs? À cet égard, la réaction du dirigeant de Dow Chemical est assez intéressante. Voici un extrait. En bons citoyens, nous devons fournir à notre gouvernement et à notre armée les produits dont ils ont besoin. Dow ne décide pas de la politique pour laquelle ce matériel est utilisé, ni des buts auxquels l'armée le destine. Comme vous vous en doutez, ce n'est pas avec ce type de déclaration qu'ils vont réussir à atténuer la colère sociale. Néanmoins, en matière d'impréparation et d'amateurisme, certaines entreprises font beaucoup mieux. C'est le cas notamment de Nestlé. En 1974, des activistes britanniques ont publié une brochure intitulée The Baby Killer. Ils dénoncent dans cette brochure les effets sanitaires du substitut de lait maternel Nestlé. Ce lait maternel était vendu à des populations qui ne disposaient pas d'accès à l'eau potable, et qui le plus souvent ne savaient ni lire ni écrire. N'ayant pas la possibilité de lire les recommandations d'utilisation, ces populations sont amenées entre autres à mélanger l'eau non potable au lait en poudre, ce qui a pour conséquence de rendre le mélange particulièrement toxique. Bon, ça semble évident, mais Nestlé ne prend pas en compte les alertes des nutritionnistes. Au contraire, la compagnie n'hésitera pas à mener des campagnes de marketing ultra agressives. Ils ont par exemple dissuadé les mères africaines d'allaiter au sein. Ils sont même allés jusqu'à faire distribuer des échantillons gratuits de lait par des membres
de la compagnie habillée en infirmière. En plus d'être particulièrement avide, Nestlé fait partie des firmes qui n'aiment pas trop qu'on s'attaque à sa liberté d'entreprendre. Ils vont donc tout naturellement, suite à l'apparition de cette brochure, poursuivre le groupuscule suisse en justice. Cette action s'est révélée totalement inutile. Au lieu d'affaiblir le mouvement, cet acte a au contraire contribué à donner un écho planétaire à ces accusations. Pris au dépourvu par un mouvement auquel ils ne comprenaient rien, ils ont d'abord fait preuve de laxisme. En effet, ils étaient persuadés que le boycott n'était que le fait d'une infime minorité d'excités, suivant la panique et le désarroi. À titre d'exemple, ils sont même allés jusqu'à embaucher un psychanalyste pour qu'il remédie à la baisse de morale et au découragement du personnel. Maintenant, nous allons nous pencher sur la véritable contre-offensive, celle qui a permis l'émergence de tactiques et de stratégies encore à l'œuvre aujourd'hui. Face à la contestation, se développent peu à peu des savoir-faire inédits, au croisement de la communication, du renseignement militaire et des tactiques contre-insurrectionnelles. On assiste à l'avènement du contre-activisme d'entreprise. Afin d'expliciter ce concept, nous allons poursuivre l'étude du cas Nestlé. En effet, la firme décida de se reprendre en main et de recruter un conseiller spécial, Raphaël Pagan. Raphaël Pagan n'est pas ce qu'on pourrait appeler un tendre. C'est un homme de droite dur, un ancien officier du renseignement militaire qui s'est construit une réputation d'expert en gestion de crise. Il a notamment conseillé deux présidents, Kennedy et Johnson. Il s'est ensuite reconverti, à la fin des années 70, dans le conseil aux entreprises. Il sera engagé par Nestlé en 1981 pour créer une force d'intervention chargée de lutter contre les activistes. On retrouvera par la suite des membres de cette équipe, composés en partie d'anciens militaires, vendre leurs services à prix d'or à des multinationales aussi recommandables que Monsanto ou Shell. Shell a par exemple eu besoin d'un coup de main pour faire face au boycott mis en place contre elle pour avoir profité de l'apartheid. Pour Pagan, si on veut contrer ces forces extérieures et anti-business, il faut s'adapter et prendre en compte la dimension politique du conflit. Il affirmera « Je ne crois pas que nous puissions jamais être aimés ou populaires, mais si nous apprenons à penser et agir politiquement, nous pouvons vaincre les militants qui sont nos détracteurs. » Il expliquera également que si les activistes anti-business parviennent à tenir la multinationale en échec, ce n'est pas qu'ils sont plus malins que les salariés de Nestlé, mais parce que eux au moins savent qu'ils sont engagés dans un combat politique alors que les gens du business l'ignorent. Ce qu'il faut retenir, c'est que posséder des ressources colossales et se contenter d'utiliser la force ou ses réseaux d'influence gouvernementaux n'est plus une stratégie opérante. Les militants ont amené le conflit dans la sphère publique, et le conflit concerne dorénavant la société dans son ensemble. Et par conséquent, l'entreprise ne devra pas rendre uniquement des comptes aux militants, mais à l'ensemble de la société. Recentrons-nous sur cette fameuse force d'intervention, celle recrutée par Nestlé pour pallier ce problème. Afin de mener à bien leur mission, ils vont utiliser un certain nombre d'outils, dont l'analyse SWOT. Cette méthode d'analyse, importée du monde du marketing et de l'analyse de marché, repose sur l'identification des forces et faiblesses internes à l'entreprise, ainsi que sur l'identification des menaces et opportunités induites par la situation. Commençons par les activistes. Ils sont surmenés et en manque de ressources. Mais malgré tout, ils réussissent à tenir tête à des grosses multinationales. Comment est-ce possible? Pour Pagan et son équipe, cela s'explique notamment par le fait qu'ils ont de leur côté la légitimité. En effet, ils sont soutenus par des universitaires, des organisations médicales et même des groupes religieux. Alors que Nestlé dispose certes d'énormes ressources financières, mais fait l'objet d'un déficit de soutien et de légitimité. Ces infos vont disposer dans des matrices, qui vont nous permettre d'identifier des opportunités d'attaque. Par exemple, d'après ce tableau, si Nestlé veut faire mal aux activistes, une solution viable serait de montrer patte blanche, reconnaître sa part de responsabilité et surtout, s'ouvrir au dialogue. Le dialogue permet d'éparpiller les forces de l'adversaire en mobilisant une partie de ses ressources. Les militants occupés par l'activité de dialogue auront moins de temps à consacrer aux autres pans de la lutte. C'est également un très bon moyen de montrer sa bonne volonté au public, et donc de gagner en légitimité.
Pour affiner sa connaissance de l'ennemi, l'équipe de Pagan propose également une typologie des activistes. Alors tout d'abord, il y a les radicaux. C'est les pires. Eux, c'est le système tout entier qui veulent changer. Ils se basent sur un certain nombre de théories socio-économiques ou politiques et sont donc hostiles à l'entreprise en elle-même. Par conséquent, ils peuvent même se montrer violents si nécessaire. Avec ces gens-là, il est préférable de ne pas insister. Les opportunistes. Ceux-là recherchent avant tout de la visibilité, du pouvoir, des troupes, voire même un emploi. La clé pour traiter avec les opportunistes est de leur fournir au moins l'apparence d'une victoire. Les idéalistes. Ceux-là sont plutôt naïfs et altruistes, le genre de personnes motivées par des motifs éthiques et moraux. Le problème avec eux, c'est qu'ils sont sincères, ce qui contribue à les rendre très crédibles auprès du public. Par contre, ils sont aussi très crédules. Par conséquent, si on peut leur démontrer que combattre cette industrie et ses produits entraîne un dommage pour d'autres personnes, ou que ces actions ne sont pas éthiques, ils finiront par changer de position. Pour finir, il y a les réalistes. Eux, c'est du pain béni. Ils peuvent assumer des compromis, ils veulent travailler au sein du système, et ils ne sont même pas intéressés par un changement radical. Face à la contestation, la marche à suivre est toujours la même. Dans un premier temps, il faut négocier avec les réalistes, car dans la plupart des cas, c'est la solution qu'on a négociée avec eux qui va l'emporter. Ensuite, il faut rééduquer les idéalistes, pour les convertir en réalistes. Si vous parvenez à négocier avec les réalistes et à rééduquer les idéalistes, le plus gros du travail est fait. Ces deux groupes rejoindront votre position. Une fois ces deux groupes retournés, les radicaux vont se retrouver isolés et décrédibilisés. Ils ne représenteront plus aucune menace pour votre business, juste du folklore minoritaire sans incidence. Cela s'explique par le fait que privés du soutien des réalistes et des idéalistes, les positions des radicaux et des opportunistes apparaissent comme superficielles et intéressées. Enfin, à ce stade, vous pourrez toujours compter sur les opportunistes pour allier votre cause. Cette vidéo n'a pas pour objectif de démontrer que le dialogue serait mauvais en soi, ou systématiquement inutile, mais plutôt de montrer que lorsqu'on se place sur le terrain de l'activisme, le dialogue peut devenir une arme redoutable. Plus largement, Grégoire Chamaillou, dans les chapitres consacrés au contre-activisme, veut nous amener à changer notre regard sur le dialogue, afin qu'on cesse de le voir comme un outil inoffensif. Je vous invite d'ailleurs à visionner la très bonne vidéo du stagiaire sur le dialogue social. Cette vidéo complète à merveille la mienne en mettant en lumière des aspects que je n'ai pas abordés. Dans cette vidéo, on s'est concentré sur la solution apportée à la montée de l'activisme anti-grand groupe. Mais d'autres réponses, tout aussi ingénieuses, ont été apportées à d'autres problématiques, telles que l'indiscipline des ouvriers, le caractère contraignant de la démocratie lorsqu'on veut appliquer des mesures libérales, ou l'émergence de nouvelles régulations internationales, jugées trop contraignantes par les libéraux de cette époque. Je vous recommande donc vivement la lecture de cet essai.